d'un côté, il doit répondre à la situation objective, au défi objectif tel qu'il est, c'est-à-dire à la gravité extrême de la situation qui nécessite de mesures extrêmement radicales, telles que, par exemple, l'expropriation de l'industrie fossile et des banques. Et puis, il y a une autre nécessité qui est plus de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire qu'il faut que le pont ou l'amorce du pont répond aux demandes immédiates des hommes et des femmes concrets qui souffrent aujourd'hui de l'exploitation et de l'oppression capitaliste. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Daniel Tagnero. Salut. Bienvenue dans le podcast Oser. Merci. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler d'écologie, de lutte sociale et faire le point sur un concept qui n'est pas forcément familier à beaucoup de personnes, qui est l'écosocialisme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le dis à chaque fois, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quels ont été tes travaux, tes activités ? Waouh. Étant donné mon âge, ça risque de prendre le réveillon. Mais bon, je suis ingénieur agronome de formation, plutôt orienté écologie. Il y avait une spécialisation aménagement de la vie sauvage dans l'université où j'ai fait mes études. C'est celle-là que j'ai choisie. Pas par hasard, parce que j'aurais pas dû faire l'agronomie, j'aurais dû plutôt étudier la biologie. J'étais passionné de nature étant ado. L'ornithologie, la botanique, tout ça. Et pendant mes études, je me suis radicalisé avec des camarades de fac. Nous avons fondé un petit groupe qui s'appelait très modestement, plutôt de façon très ambitieuse, Mouvement d'action pour la protection de l'homme dans son environnement, rien que ça. C'était vers 71-72. L'écho de mai 68 français était arrivé en retard dans cette faculté que je fréquentais, qui est une faculté uniquement d'agronomie, perdue au milieu des champs. Et donc c'était dans ce contexte-là. Et ce mouvement était en fait de l'écosocialisme avant qu'on en parle. C'était vraiment très orienté lutte sociale et convergence des luttes sociales et de la remise en cause du potentiel de destruction écologique du capitalisme. Alors ce mouvement a été extrêmement éphémère. Il y a eu des mouvements étudiants dans lesquels j'étais impliqué, notamment pour la solidarité avec les étudiants étrangers. Et j'ai découvert le militantisme politique, le marxisme. Je me suis engagé dans un courant politique dont je suis toujours membre aujourd'hui, qu'on appelle le marxisme révolutionnaire. Certains appellent ça le trotskisme. Je n'aime pas beaucoup cette étiquette qui, pour ma part, ne veut plus dire grand-chose, même si je ne la renie pas. Et puis, après mes études, comme on était toujours dans cette vague post-68 et que les organisations, y compris la mienne, restaient tout de même assez sourdes à la question écologique. Tout dépendait de la révolution prolétarienne, n'est-ce pas ? Je me suis engagé dans ce sens-là, donc j'ai milité, non pas dans le mouvement ouvrier, mais en direction du mouvement ouvrier en tant que militant politique. Ça m'a apporté beaucoup. J'ai eu la chance d'accompagner de très près et de collaborer à des combats exemplaires qui, aujourd'hui, m'apparaissent dans toute leur ampleur de combats de type éco-social dans le secteur du verre, dans ma région, Charleroi, en Belgique. Et puis, je suis devenu permanent de mon organisation, les campagnes électorales, la télévision, tout ça. C'est très, très fatigant. Et en 1999, j'ai décidé que ça en suffisait. Et je me suis dit que j'allais me recycler sur le vrai marché du travail
ce qui n'est pas facile à cet âge-là, j'avais 49 ans. Et avec quelques difficultés, j'y suis parvenu. Et je me suis demandé ce que j'allais faire, étant donné que je n'avais pas changé d'opinion politique. Je me suis demandé, mais maintenant que tu n'es plus full-time pour la révolution prolétarienne, qu'est-ce que tu vas faire, Tanuro? Et je me suis dit que j'allais revenir à mes anciennes amours et donc lire ou relire Marx et les marxistes à la lumière de la crise écologique. Et j'ai entamé ce travail intellectuel avec un a priori qui était partagé par mes camarades de l'époque, qui était que je ne trouverais pas grand-chose parce que la crise écologique n'existait pas du temps de Marx et qu'il était passé à côté de la question et qu'il était productiviste, etc. C'était mon a priori et je suis tombé des nues en lisant un certain nombre de choses qui ne font pas de Marx un écosocialiste, mais qui vont à rebours de cet a priori, en particulier dans les écrits de maturité, comme on dit, dans le Capital, dans le livre 1, dans le livre 3, dans les théories sur la plus-value. Il y a beaucoup de choses qui concernent la crise écologique. Et son lien et le potentiel de destruction, hein, la citation fameuse « Le capital ruine les deux seules sources de toute richesse, la terre et le travailleur », qui n'est pas une simple formule poétique comme ça, qui est la conclusion d'un raisonnement très rigoureux sur le productivisme du capital. Et puis cette formule extraordinaire hein, qui, dans le livre 3 du Capital, la seule, comment dit-il, la seule issue est que la gestion rationnelle du métabolisme entre l'humanité et la nature par les producteurs associés, dont la condition est la réduction du temps de travail. Bon, voilà, ça c'est... D'abord, il y a la notion de métabolisme qui est en avance sur son temps. En fait, c'est avant l'hypothèse Gaïa de Lovelock, et lui perçoit déjà... Métabolisme fait référence à quelque chose qui fonctionne au moins comme un être vivant. Donc dans cette formule-là, il considère que la Terre et tout le vivant qu'elle porte, y compris l'humanité, forment une espèce d'organisme qui est régi par un métabolisme et que le capital, par son productivisme, détruit ce métabolisme. Donc voilà, j'ai été très étonné. Et dans un premier temps, du point de vue intellectuel, ça m'a rapproché de ceux qu'on appelle les éco-marxistes, hein, les Américains, John Bellamy Foster, Paul Burke. J'étais assez attiré par ce courant-là. Et puis j'en suis revenu parce que j'ai trouvé que c'était quand même apologétique. Foster et Burkett ont rédigé ensemble un ouvrage dans lequel il fait marquer littéralement que l'écologie est au the very heart of Marxism, au cœur du marxisme, ce qui est évidemment complètement disproportionné, c'est de l'apologie. Et ça m'a fait me rapprocher, revenir, c'est un mouvement de balancier, je suis revenu vers d'une vision plus critique, qui est portée notamment par Michael Levy, et vers le concept d'écosocialisme. Alors, mon travail n'a pas été purement intellectuel, hein. J'ai milité, notamment en Belgique. J'ai pris avec des amis l'initiative de constituer une petite association qui s'appelait parce qu'elle a disparu malheureusement il y a quelques années, Climat et Justice Sociale. Et on a eu quelques succès. En particulier, on a été les premiers en Belgique à appeler à une manifestation de rue, une manifestation massive contre le changement climatique et pour une réponse sociale aux défis climatiques. Auparavant, il y avait des concentrations, des rassemblements symboliques des membres d'ONG environnementales à l'occasion des COP. Nous avons appelé à une manifestation. Et à notre grande surprise, les grandes associations environnementales, les Greenpeace, les WWF, ont été obligés d'appuyer la participation à l'appel à la manifestation. C'était une espèce de front unique entre la souris et l'éléphant. Nous, c'était la souris, les autres, c'était l'éléphant. Et il y a eu, je ne sais plus, 5 000 ou 6 000 personnes dans la rue à Bruxelles, et ça s'est répété. Donc voilà, c'est des choses que j'ai faites. Et puis maintenant, je suis essentiellement sur une activité de type intellectuel, parce que l'âge est là, je suis toujours militant, mais bon, à un rythme plus doux. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction et cette présentation de ton travail, de tes activités.
Avant qu'on discute un peu plus précisément des concepts que tu as déjà évoqués, marxisme, écomarxisme, écosocialisme, j'aimerais qu'on revienne peut-être, alors un petit peu succinctement, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé pas mal de fois dans le podcast, mais voilà, faut toujours repréciser pourquoi, effectivement, on porte une critique radicale sur le capitalisme. Pourquoi est-ce que la question en fait de amoindrir les effets délétères d'un certain capitalisme n'est pas une réponse suffisamment appropriée? Pourquoi est-ce que la question du capitalisme soutenable ou du capitalisme vert n'est pas une réponse adaptée selon toi? Tu as écrit tout un livre là-dessus, hein, L'impossible capitalisme vert. Ouais, en 2010. Et ouais, c'était déjà précurseur. Un peu, oui. Et est-ce que du coup tu peux nous dire en quelques mots pourquoi en fait selon toi parler de capitalisme vert en fait n'est pas une réponse à l'urgence sociale et écologique? Mais d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est une question qui peut sembler bateau et qui ne l'est pas. C'est une question extrêmement importante parce qu'il y a y compris des auteurs et des autrices qui dénoncent abondamment le capitalisme, qui lui imputent la destruction environnementale et la destruction sociale, mais qui ne croient pas nécessaire d'expliquer le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi. Je pense, on en parlait là tout de suite à mon amie Isabelle Stengers, elle dénonce abondamment le capitalisme, mais nulle part dans ses ouvrages, que je sache, je ne les ai pas tous lus, ni elle, ni dans son livre avec Philippe Pignard sur la sorcellerie capitaliste, nulle part il n'explique pourquoi le capital est destructeur. Et la réponse à ce pourquoi, en fait, elle se trouve dans les premières pages du Capital. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Marx a mis à jour dans les premières pages du Capital la raison fondamentale pourquoi il n'y a pas de capitalisme vert possible, même si lui-même n'en a pas tiré cette conclusion, hein, du moins en tout cas pas explicitement. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le capitalisme, par définition, est un régime d'accumulation. C'est acheter pour vendre, argent, marchandises, plus d'argent. C'est un changement qualitatif colossal par rapport à l'autre formule économique qui est vendre pour acheter, marchandises, argent, autres marchandises. Dans cette deuxième opération économique, la valeur de la marchandise achetée est égale à la valeur de la marchandise vendue, tandis que dans l'opération argent, marchandise, argent, cette autre opération n'a de sens que si elle débouche sur plus d'argent, c'est-à-dire sur une plus-value extraite par l'intermédiaire principalement de l'exploitation du travail humain. Et comme l'argent ne se mange pas, le capitaliste qui est propriétaire, qui s'approprie la plus-value, n'a d'autre solution que de la réinvestir pour faire encore plus de plus-value et ainsi de suite. Donc le capital, par définition, est un régime d'accumulation. Et là, le constat est immédiat. Toutes les facettes de ce qu'on appelle la crise écologique aujourd'hui et la crise écologique globale, toutes celles qui ont été identifiées par l'International Geosphere and Biosphere Program, par exemple, qui fait un peu office de référence en la matière, toutes ont à voir avec une question de limite, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'il ne s'agit pas d'une limite tracée d'un trait de plume sur du papier. C'est une marge au-delà de laquelle la stabilité du système Terre et donc la résilience de l'espèce humaine sur cette planète est menacée. Et donc, il y a 15 ans, le premier rapport, ou le rapport final plutôt, de l'IGBP, International Geosphere Program, Geosphere and Biosphere Program, concluait que sur 9 des paramètres de la soutenabilité terrestre, la marge de sécurité était dépassée pour 3 d'entre eux. Aujourd'hui, les chercheurs qui ont continué ces études, et qui sont en partie les mêmes, arrivent à la conclusion que les marges sont dépassées sur 7 paramètres. Et le 8e, il y en a un seul où les conditions se sont améliorées, c'est la protection de la couche d'ozone stratosphérique. Et les conditions sont améliorées parce qu'il y a eu une mesure qui n'est pas une mesure de marché, il y a une mesure de régulation. On a décidé de bannir les composés chlorés qui détruisent
l'ozone stratosphérique. Et puis le dernier paramètre, c'est, si je ne me trompe, l'acidification des océans. Et là, les chercheurs n'ont pas encore établi où se situerait la marge de dangerosité. Mais il est probable, il est même quasiment certain qu'elle est déjà franchie, puisque dans le dernier rapport du GIEC, il fait marquer qu'au-delà de 1,5 degré de réchauffement, 95% des massifs coralliens disparaîtraient. Donc, bon, voilà, on y est. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment très, très, très important. Il n'y a pas d'issue à la destruction de la planète et de son habitabilité, parce que ce n'est pas la planète qui va disparaître, évidemment, et il restera toujours des bactéries et des virus. Là, la vie continuera sur ce caillou tournant dans l'espace. Mais la condition pour arrêter la destruction capitaliste et pour empêcher que la catastrophe actuelle se transforme en cataclysme, c'est la distinction que j'ai faite dans mon dernier bouquin, la condition, c'est de sortir des mécanismes capitalistes de l'accumulation. Et le capital lui-même est obligé aujourd'hui d'avouer son impuissance. Ça fait quoi, le sommet de la Terre à Rio, c'est en 1992, Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, éviter une perturbation anthropique dangereuse du climat, c'est marqué, le niveau de la dangerosité n'a jamais été défini, il a fallu attendre la COP 21 à Paris pour que ce niveau de dangerosité soit fixé à 1,5 ou entre 1,5 et 2 degrés. Et entre-temps, les émissions de CO2 continuent d'augmenter année après année. Rien ne bouge. Les médias nous disent que la transition énergétique est en route. Mais c'est du pipeau, parce que pour l'essentiel, l'énergie produite à l'aide des dispositifs renouvelables, pour l'essentiel, s'ajoute à l'énergie fossile. Donc on ne sort pas du mécanisme de la catastrophe écologique en général, ni climatique en particulier. Donc, le capitalisme vert est véritablement un oxymore. Et ce vers quoi on s'oriente, c'est de plus en plus ça qui fait les gros titres des journaux. Ce vers quoi on s'oriente, c'est le recours dangereux à des technologies d'apprentis sorciers qui prétendent retirer du carbone de l'atmosphère pour le stocker dans les couches géologiques profondes, ou peut-être pire encore, des technologies de géo-ingénierie qui viseraient à limiter la part du rayonnement solaire qui atteint la planète, et qui sont des technologies dont l'utilisation militaire est redoutable ou serait redoutable. Et alors, là, on a effectivement fait le point sur le problème inhérent au fonctionnement du capitalisme, à savoir l'accumulation du capital à travers la quête de profit qui se veut en fait infinie. Mais je pense que ce constat est partagé en fait par beaucoup. Et pourtant, dans les réponses qui sont proposées, on voit que le niveau de radicalité est de loin en fait partagé pour le coup, puisque par rapport à cette problématique inhérente au système capitaliste, certains vont proposer en fait plutôt d'amoindrir justement ces effets d'accumulation et d'encadrer le capitalisme. Donc plutôt faire de la social-démocratie et donc d'encadrer le capitalisme, mais pas d'en sortir. Et c'était un peu là-dessus aussi que je voulais t'entendre. Pourquoi est-ce que, en fait, d'après toi, encadrer le capitalisme n'est pas forcément la bonne option ou une fausse option? Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un mot là-dessus? C'est vrai qu'on pourrait arguer du fait que sur la couche d'ozone, ça a marché via le protocole de Montréal qui a décidé du phasing out des composés chlorés détruisant l'ozone. On pourrait arguer de ce précédent-là pour dire, OK, il faut faire la même chose sur le CO2. Le problème, c'est que c'est nettement plus compliqué. Les composés chlorés en question, ça concernait un secteur de l'industrie, essentiellement l'industrie frigorifique, les dispositifs frigorifiques. Il y avait une technologie de rechange et le principal groupe capitaliste produisant les composés chlorés pouvait produire aussi la substance alternative en question. Donc le marché a été assez vite fait. Néanmoins, c'est un
précédent intéressant, mais il n'est pas transposable par un simple copier-coller à la problématique de l'énergie. L'énergie qui sous-tend toutes les activités de tous les secteurs économiques et l'énergie qui est fossile depuis la révolution industrielle, de sorte que le capitalisme réel tel qu'il s'est construit depuis un peu plus de 200 ans aujourd'hui est un capitalisme fossile. Et les énormes investissements qui ont été réalisés dans ce secteur, les actifs sont colossaux et font partie des bilans des entreprises. Les entreprises pétrolières, charbonnières et gazières, on trouve à leur bilan les stocks de combustibles fossiles dont elles sont propriétaires. Donc si on devait leur dire vous y renoncez du jour au lendemain pour sauver le climat, elles vont hurler au crime parce qu'on détruit du capital. Et s'il y a une chose que les capitalistes détestent faire, c'est détruire du capital. Ils le détruisent eux-mêmes à chaque crise de surproduction, bien sûr, mais alors là, c'est pas de leur faute. Tu vois. Donc, une décision délibérée de renoncer à la possibilité d'un profit, ça c'est quelque chose qu'un secteur aussi puissant que le secteur énergétique ne fera pas, et il le fera d'autant moins qu'il y a tous les secteurs en aval, pour ainsi dire, l'aéronautique, la construction automobile, la construction de bateaux, enfin les chantiers navals, tout, les transports, tout dépend des combustibles fossiles. Oui, c'est par exemple, l'Agence internationale de l'énergie vient de publier son rapport de 2024 et si je ne dis pas de bêtises, c'est 80% de l'énergie consommée qui est de l'énergie fossile. Oui, le mix énergétique mondial est aujourd'hui un peu en dessous, je crois, 79% qui est de l'énergie fossile. Et ce qui est intéressant, enfin qui est très révélateur, c'est qu'au moment où la Convention 4 des Nations Unies a été adoptée, le pourcentage d'énergie fossile dans le mix était 83 ou 84, quelque chose comme ça. Donc la décroissance, si on peut dire, la diminution est absolument infime et absolument inadaptée par rapport à l'impératif de stabilisation du climat qui est le zéro net en 2050 ou en 2060 au plus tard, ce qui implique la sortie de l'exploitation et de l'usage des combustibles fossiles quasi totale. Bon, il y a des secteurs où probablement on ne peut pas s'en passer dans les conditions de connaissances technologiques actuelles, mais c'est relativement marginal. Oui, et puis on se rend compte que même l'idée en fait d'arriver à un net zéro, si on peut dire le rythme de croisière que cela implique est aussi extrêmement faible en termes de capacité d'émission. Je crois que les études les plus larges en termes de ce qu'on pourrait émettre au niveau de gigatonnes de CO2 au niveau mondial par rapport aux capacités d'émission négative et donc d'absorption des écosystèmes se situerait autour de 5-10 par an, alors qu'aujourd'hui on est à plus de 50. Donc voilà, on est vraiment sur du divisé par 5, par 10 quasiment en rythme de croisière, donc c'est vraiment pas du tout oui, en plus dans les pays capitalistes développés, le taux de réduction devrait être encore plus rapide, si on tient compte des responsabilités historiques différenciées des pays pauvres et des pays riches, quoi. Donc, et là, il y a quelque part un facteur de temporalité, un facteur vitesse qui entre en compte. Je dirais, à la limite, si en 92, les États signataires de la Convention cadre avaient décidé de effectivement commencer le phasing out des fossiles et de le planifier, peut-être aurait-il été possible d'atteindre un objectif de stabilisation du système climatique dans une relative douceur, je dirais. Mais ils ont tellement reporté les échéances qu'aujourd'hui, on est littéralement au pied du mur. Enfin, c'est pas au pied du mur, c'est au pied de la falaise d'Étretat que nous sommes. Les taux de réduction qu'il faudrait réaliser sont au-delà de 15% par an pour rester dans les clous de la stabilisation climatique. Donc voilà. Et maintenant, dans ce qui est tout de même paradoxal et monstrueux, c'est qu'au plus la crise s'approfondit, s'aiguise, et les catastrophes météorologiques quasi quotidiennes en sont l'illustration, au moins la question climatique est présente dans les programmes politiques et dans les campagnes électorales. Et en France, ici, avec vos deux campagnes récentes pour les présidentielles et pour les législatives, c'était assez manifeste. Pratiquement personne n'en a parlé.
Ah oui, de non, façon marginale. c'est effectivement déprimant, hein. Pour le coup, on parle beaucoup d'immigration, de sécurité, mais alors effectivement, les enjeux écologiques sont aux abonnés absents. Bon, alors merci déjà pour ce point, hein, sur le capitalisme vert et ses contradictions. Du coup, si on se tourne un peu vers d'autres possibilités, d'autres réponses qui, selon toi, selon nous, seraient plus adaptées. Tu parlais d'écosocialisme, d'écomarxisme. On a déjà parlé de décroissance ici dans ce podcast. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu un point sur ces différents concepts pour essayer de les appréhender. Déjà, sur l'écosocialisme, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est que l'écosocialisme? C'est une idée générale. C'est pas une doctrine. L'idée générale, c'est que la crise écologique est due au mécanisme de l'accumulation capitaliste et que donc, pour en sortir, il faut faire converger les luttes sociales et les luttes écologiques. Il faut donc mettre en avant des réponses qui permettent de satisfaire à la fois des demandes sociales légitimes, des exploités, des opprimés, contre les inégalités économiques et sociales, et à la fois qui satisfont les contraintes de stabilisation ou de sauvetage de la biosphère et du climat qui la coucoune. Donc voilà, c'est cette idée générale-là. Maintenant, cette idée générale-là peut se décliner de différentes manières sur le plan politique et programmatique. Dans mon pays, le président du Parti socialiste, qui est un parti social-démocrate, certes différent du PS français, en ce sens que ça reste un parti des classes populaires, très largement, donc ce n'est pas un parti d'énarques, c'est un parti implanté, mais c'est un parti social-démocrate, et le président de ce parti social-démocrate se dit écosocialiste. Il a sorti un ouvrage qui est d'ailleurs intéressant, et j'ai eu l'occasion de débattre avec lui, c'était une discussion d'un bon niveau, un ouvrage qui a eu pas mal de succès en France, d'ailleurs dans les médias, à la limite plus qu'en Belgique, et ça s'appelle La vie large, c'est une référence à une citation de Jaurès, et le sous-titre est Manifeste pour l'écosocialisme. Voilà, et donc, mais c'est un social-démocrate, c'est quelqu'un qui pense que par la régulation que tu évoquais dans l'échange précédent, on peut dominer la bête. Puis tu as ça aussi, c'est pas une exception, hein, dans les pays nordiques, pas mal de partis sociaux-démocrates se déclarent pour l'écosocialisme. C'est un écosocialisme rose vert pâle, si tu veux, recyclant les idées keynésiennes et la régulation, etc. Puis tu as une déclinaison à laquelle vous êtes familier en France, qui est une déclinaison plutôt étatiste, souverainiste, qu'on retrouvait dans le manifeste pour l'écosocialisme du parti de gauche quand il a été publié, qu'on retrouve chez Mélenchon. Donc c'est une idée, mettant très fort en avant le rôle de l'État. Et effectivement, il faut une planification pour aborder les différentes questions, mais il faut aussi une perspective qui soit une perspective au-delà du rôle de l'État, qui soit une perspective autogestionnaire et qui doit être anticipée en mettant en place des mécanismes de contrôle, de participation, de contestation à partir des classes populaires, de ce que fait l'État et de ses structures. Et cette problématique-là, elle n'est pas toujours très présente dans ce que Mélenchon dit sur l'écosocialisme. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect souverainiste, hein, avec tout le débat sur... ça va au-delà de la France insoumise et de Mélenchon. C'est très présent dans les organisations syndicales en France. C'est l'idée que l'essentiel pour lutter contre la crise climatique, c'est la relocalisation de l'économie. Et bon, je suis un peu réticent face au terme relocalisation qui implique que telle usine de sèche-linge est partie en Pologne, on nous a volé nos emplois, on va enlever l'emploi des travailleurs polonais pour le rendre... Bon, là, il y a des choses à discuter du point de vue internationaliste, mais surtout, le point clé, c'est que les transports internationaux, ça représente à tout casser 4% des émissions de CO2 au niveau mondial.
c'est pas négligeable. C'est vrai que c'est une contribution à l'accélération du changement climatique, mais c'est une illusion de croire qu'en supprimant ces transports internationaux, on va résoudre la question. On va pas résoudre le défi climatique en ramenant en ramenant en France ou en Europe la production de toute la camelote non durable qui est faite en Chine aujourd'hui en plastique, etc. Donc ça c'est voilà. Donc il y a plusieurs déclinaisons. Moi, je me réclame d'une variante de l'écosocialisme qu'on pourrait dire internationaliste, autogestionnaire, féministe ou écoféministe, émancipatrice. Donc c'est plutôt, voilà, je donne à la grosse louche ces quelques qualificatifs. C'est l'orientation que je défends avec mon camarade Michael Levy, que d'autres défendent au niveau international également, une orientation dans laquelle on insiste très fort sur une dimension radicale de questionnement disons, de l'idéologie du bien-être de la société capitaliste, où on ne craint pas de référer à ce que les peuples indigènes peuvent nous apporter, par exemple, etc. Donc voilà, c'est un peu le truc. Et donc on se différencie des éco-marxistes dont on a déjà parlé, avec lesquels on a beaucoup de convergence, mais avec lesquels on a ce débat sur qu'est-ce qui était dans Marx et qu'est-ce qui n'y était pas. Et c'est un débat important. Surtout aujourd'hui, il rebondit aujourd'hui avec les travaux de ce japonais extraordinaire, Kohei Saito, japonais maîtrisant parfaitement la langue de Goethe, travaillant aux archives Karl Marx, etc., et qui à la fois dit des choses extrêmement fécondes et intéressantes sur l'évolution intellectuelle de Marx, y compris après le Capital, jusqu'à son décès, le rôle clé de ses lettres à Vera Zasulich sur la possibilité en Russie de ne pas passer par l'étape capitaliste en s'appuyant sur les traditions communalistes, pour parler comme Bookchin, de la commune russe. Donc voilà, c'est très très intéressant. Surtout la manière, je crois qu'il a vraiment un point quand il dit que un élément décisif, une étape décisive de cette évolution intellectuelle de Marx, c'est ce qui figure dans ce fameux chapitre inédit du Capital sur la subsomption du travail au capital et le passage d'une subsomption formelle à une subsomption réelle. Je crois que ce que là, Kohei Saito décrypte, décortique, est vraiment absolument clé pour cette évolution et explique la fameuse... Enfin, il y a clairement un basculement chez Marx entre l'introduction à la critique de l'économie politique avec la fameuse phrase dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent entre eux dans des rapports déterminés, nécessaires. Donc l'idée que le matérialisme historique, c'est qu'à un certain moment, le développement des forces productives est contré par les rapports sociaux de production, qu'il faut donc faire sauter les rapports sociaux de production pour libérer le développement des forces productives. Et là, dans le manifeste communiste coécrit avec Engels, ça va même plus loin, parce qu'il parle littéralement de développer la quantité de forces productives. Donc il n'y a même pas l'argument que ce serait des forces productives d'une autre qualité. Non, c'est là. Donc, et Marx, clairement, est passé de ce paradigme-là de l'émancipation humaine. Il est, selon moi, et Kohei Saito, je crois, a raison là-dessus, il est passé à un autre paradigme, même s'il n'a pas explicité le tournant, qui est le fameux paradigme que la seule liberté possible n'est pas le développement illimité des forces productives, mais la gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et le reste de la nature, qui implique notamment le pouvoir des producteurs et la réduction du temps de travail. Donc il y a vraiment cette évolution-là. Mais en conclure, comme le fait Kohei Saito, que Marx était écosocialiste, et puis qu'il a même révisé l'écosocialisme, qu'il a compris qu'il fallait aller plus loin et qu'il était pour un communisme de la décroissance, à mon avis, là, c'est de l'apologie. Et c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais. Hein, c'est prendre ses souhaits pour des réalités. Alors,
Enfin, je dirais plutôt qu'on peut trouver dans l'évolution de Marx et surtout dans son analyse critique de ce qu'est le capitalisme, on peut trouver aujourd'hui des arguments très forts qui plaident en faveur de la décroissance. Mais ça, c'est autre chose que de prétendre que c'était déjà dans Marx. Et pourquoi c'est si important? Ça peut apparaître comme des queues de cerise et couper les cheveux en quatre, mais je ne le crois pas. Je pense que la critique, le refus de l'apologie est important parce que l'apologie peut rapidement déboucher sur une espèce de dogmatisme. Tout est chez Marx. Et Foster, par moments, il tombe carrément de ce côté-là, même de façon caricaturale. Et le dogmatisme empêche de se poser les nouvelles questions. Et il y a des questions nouvelles, et questions nouvelles qui nous sautent aux yeux comme un coup de pied au derrière. C'est le lien entre patriarcat et destruction capitaliste de l'environnement. Et pour moi, il y a plus qu'une identité de forme entre les deux phénomènes, entre la domination masculine sur les femmes et les violences faites aux femmes, d'une part, et d'autre part, la domination capitaliste du vivant et les violences faites aux vivants en général. Ou encore la question du racisme. Ou la question du racisme, l'a bien mis en avant Sylvie Laurent dans son dernier livre, Capital et race, pour le coup, où ce que les mouvements décoloniaux expliquent depuis Tout à fait. moment. Sans parler de la question animale, qui est un grand domaine sur lequel nous, je veux dire nous, les marxistes révolutionnaires, écosocialistes, internationalistes, féministes, etc., on a beaucoup de travail à faire. On est en retard sur cette question-là, je le reconnais, je le ressens pour moi-même. Je suis arrivé à une conclusion provisoire qui est il faut condamner l'industrie de la viande, mais sur la question de tuer des animaux pour manger, mon opinion n'est pas faite. Voilà, donc pour moi c'est une question qui reste en chantier. Et peut-être avant de rentrer un peu plus dans ce que j'aimerais être le cœur de cette discussion sur les stratégies de transformation sociale, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les liens entre l'écosocialisme et la décroissance? Je pose cette question parce que Timothée Parry, que j'avais reçu dans le podcast, tend à expliquer aujourd'hui que la décroissance est en fait une phase de réduction en fait du métabolisme, notamment des sociétés du Nord global, pour aller vers la post-croissance ou l'écosocialisme, qui est en fait l'état, le point d'arrivée vers lequel on tendrait. Est-ce que toi, c'est un peu ce rapport que tu as aussi à la décroissance, ou comment est-ce que tu vois l'articulation entre écosocialisme et décroissance? Je suis entièrement d'accord avec Timothée là-dessus. Je pense que c'est un des éléments qui explique le rapprochement auquel on assiste aujourd'hui depuis quelques années entre nous, les écosocialistes, et d'autre part les décroissants. Les décroissants, j'emploie cette expression, enfin ce qualificatif, je mets des guillemets, les décroissants d'aujourd'hui ne sont plus ceux du siècle passé. La décroissance punitive, c'est fini. Enfin, ça existe encore, mais c'est marginal. La décroissance punitive, c'est celle qui imprégnait tout de même le travail de Serge Latouche, une espèce de jubilation, à dire « Ah, vous allez devoir décroître, les amis !» Et pour ne pas parler de Hans Jonas avant lui, qui est un prédécesseur, pour ainsi dire, de la décroissance, et qui lui est carrément un penseur réactionnaire et autoritaire. Et aujourd'hui, on a autre chose. On a des partisans de la décroissance comme Timothée Parry qui simplement constatent que les limites ou les marges de sécurité planétaire ont été franchies et que donc il faut revenir en arrière. C'est même la conclusion logique la seule qu'on puisse tirer logiquement, et pour lesquelles donc ce qu'on appelle une décroissance de la consommation finale d'énergie, impliquant une décroissance de la production et du transport de matière, est effectivement une phase d'adaptation, de transition, pour reculer et revenir vers une autre société qui soit une société de type écosocialiste. Je suis entièrement d'accord avec avec cette définition. Ça veut dire que de part et d'autre, il y a eu un travail de réflexion. Enfin, nous avons rompu avec la vision marxiste canonique de libérer le développement des forces productives, y compris du point de vue quantitatif. On a fait une critique radicale de ça.
on est toujours marxiste dans le sens où la critique marxiste du capitalisme, pour nous, elle est incontournable aujourd'hui pour aborder la crise écologique. Mais avec cette vision-là du matérialisme historique, on a rompu et on admet de plus en plus, en tant que même nos organisations, non seulement des personnalités, mais nos organisations admettent de plus en plus la nécessité de la décroissance comme l'a défini Timothée. Et eux, de leur côté, je veux dire les décroissants entre guillemets, ont pris la pleine mesure du fait que s'il faut cette décroissance, s'il faut revenir en arrière, la condition pour pouvoir le faire, elle est sociale. S'il n'y a pas plus d'égalité sociale, une égalité sociale radicale, on n'y arrivera pas, pour la simple raison que les couches sociales qui sont aujourd'hui déjà exploitées, opprimées, qui prennent de plein fouet 40 ans de néolibéralisme et ses conséquences, vont se révolter contre ce qui leur apparaîtra comme l'écologie responsable de l'aggravation de leur situation. Et c'est ce qu'on a vu avec la révolte des paysans, qui partout en Europe a été récupérée de façon scandaleuse par la droite et l'extrême droite, prétendant que le problème n'était pas le revenu des paysans, mais la charge de travail administratif imposée par les contraintes, les normes environnementales qu'ils devaient subir, quoi. Et c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis, avec la manière dont Trump, de façon extrêmement démagogique, se plante en champion de l'emploi, parce qu'il est le champion des combustibles fossiles contre les énergies renouvelables. Donc il y a vraiment un défi, qui est le défi de l'écosocialisme, qui est le défi de marier, combiner, tisser ensemble des demandes sociales et des demandes écologiques, écologiser le social et socialiser l'écologie. Et peut-être pour permettre aux personnes qui nous écoutent de visualiser un petit peu, peut-être plus clairement, à quoi ressemblerait une société écosocialiste, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode de vie, de pratiques démocratiques, de rapport au travail? Est-ce que ça, c'est des choses qui ont été déjà un peu formalisées dans la littérature écosocialiste, ou on reste plutôt sur des grands principes sans chercher à préciser de manière normative ce que serait en fait un système écosocialiste? Bon, préciser de manière normative, de toute façon, on ne le fera pas. Première chose, parce que ce serait incompatible avec un axe clé de notre alternative, qui est l'idée de l'auto-organisation, de l'autogestion, de l'autocontrôle, de l'auto-activité par les classes populaires elles-mêmes. Donc il n'est pas question de propositions normatives, mais effectivement, c'est pas mon point fort. Parce que moi, je suis surtout, du fait de mon itinéraire, je me suis surtout spécialisé, pour ainsi dire, dans la compréhension du mécanisme de la destruction, ce qui m'amène parfois à un regard un peu très noir sur la situation. J'ai écrit un livre dont le titre est « Trop tard pour être pessimiste ». Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pessimiste, pour le dire tout à fait franchement. Par moments, la situation apparaît vraiment sans issue. Donc ce n'est pas mon point fort, mais je crois qu'il est néanmoins extrêmement important de faire plus que de tracer quelques lignes directrices. Et pourquoi est-ce si important? Parce que il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, y compris parmi les Latouriens, les partisans de Bruno Latour qu'on évoquait dans notre discussion à bâton rompu avant l'entretien. Il y en a beaucoup qui ont une certaine fascination pour le mouvement ouvrier du 19e et du début du 20e siècle et qui se demandent comment reconstituer quelque chose comme ça sur les enjeux écologiques. Or, ce qui était un élément tout de même très fort du soulèvement du mouvement ouvrier, du monde du travail, des classes populaires, c'était l'idée que, comme disait le mouvement altermondialiste, un autre monde était possible, et cet autre monde, c'était la promesse du socialisme, avec ce qu'elle pouvait avoir d'exagérer dans le terme de promesse avec un P majuscule, si on veut. Hein. Donc, l'avènement du royaume des cieux sur terre. Mais quand même, c'était très important. Ça portait l'élan de générations, peut-être pas au niveau des grandes masses, mais au niveau des militantes et des militants qui organisaient leurs camarades de travail dans les combats. C'était la perspective on va renverser le capitalisme, on va créer une autre société. Et donc,
Je pense qu'une des causes majeures du désarroi et de la sinistrose actuelle, c'est justement qu'il n'y a plus une perspective de ce genre, une perspective de libération ou d'émancipation. Et donc c'est important, en tant qu'écosocialiste, de mettre un peu de chair autour de l'os. Mais je le répète, ce n'est pas ma spécialité. Il y en a d'autres qui se spécialisent dans ce domaine-là et qui écrivent des choses tout à fait belles et évocatrices. Et j'évoquais le fait que nos organisations étaient en train de prendre le pli de la décroissance comme transition vers l'écosocialisme. C'est quelque chose de très réel dont on peut attester, nos organisations, puisque nous sommes regroupés dans un mouvement certes très petit et minoritaire, mais pas dénué d'intérêt, qui s'appelle la 4e Internationale, qui est un réseau mondial d'organisations anticapitalistes, féministes, écosocialistes, antiracistes. Et nous préparons un congrès mondial. C'est un peu pompeux, mais c'est réel. Et un des documents préparatoires à cette rencontre est un manifeste pour l'écosocialisme dont un des chapitres est entièrement consacré à ce sujet-là. Une nouvelle utopie concrète, avec des propositions précises sur comment nous allons vivre et comment nous allons vivre mieux. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est qu'il faut, si le projet écosocialiste veut avoir une chance de gagner du terrain, pour ne pas parler de l'emporter dans la société, il faut absolument qu'il devienne désirable au nom du plus grand nombre. Et le plus grand nombre aujourd'hui, c'est des salariés et des salariés. Donc si on ne répond pas à leurs préoccupations, on peut plier bagage tout de suite, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc, écoute, c'est une transition parfaite pour parler des stratégies justement vers l'écosocialisme. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait aussi tout à l'heure un peu d'Eric Olin Wright, de sociologue américain qui a travaillé sur les utopies réelles et les stratégies anticapitalistes. Et pour le coup, effectivement, il dit un petit peu la même chose que toi, alors surtout dans Utopie réelle, sur le fait que si en fait on ne rend pas désirable et même confortable en fait cette utopie écosocialiste, alors lui il l'appelle le socialisme tout court, il est beaucoup moins ancré sur la question écologique pour le coup, et si en fait le laps de temps de la transition est soit trop brutal ou trop long, en fait on aura du mal à y aller, et c'est là-dessus qu'il travaille sur ces questions de stratégie. Mais en tout cas la désirabilité, le fait de se projeter en fait dans une société dans laquelle on vit mieux, tout ça en fait rend compte de cette idée d'utopie vers laquelle on a envie d'aller. Ce qui se pose la question de ok, mais on y va comment? C'est quoi les stratégies qu'on peut appeler de transformation sociale pour aller vers l'écosocialisme? Est-ce que toi tu as un peu travaillé là-dessus, des pistes de réflexion sur ces stratégies à mener? Oui. Et toujours, je vais renvoyer tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent, je vais les inciter à lire ce projet de manifeste dont je parlais, parce qu'il est public. Vous pouvez vous le procurer sur la toile, notamment sur le site français Europe Solidaire Sans Frontières. Vous trouverez une rubrique, vous trouverez le manifeste, vous pouvez lire ce document. Et à la suite du chapitre sur cette utopie réelle ou cette utopie concrète, il y a un chapitre sur ce que nous appelons, nous, un programme de transition, c'est-à-dire quelque chose qui permet de jeter un pont entre la situation où nous sommes aujourd'hui et l'autre rive, qui est cette société désirable. Et donc, le pont, par définition, il doit remplir deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, il doit répondre à la situation objective, au défi objectif tel qu'il est, c'est-à-dire à la gravité extrême de la situation qui nécessite de mesures extrêmement radicales, telles que, par exemple, l'expropriation de l'industrie fossile et des banques, comme clé de voûte, parce qu'il faut arrêter d'employer les fossiles, et donc pour arrêter cet emploi, il faut exproprier ceux qui ont profit à les employer, et puis il faut exproprier le secteur financier, parce qu'il faut disposer des finances nécessaires aux investissements d'une transition. Donc il y a cette nécessité-là, et puis il y a une autre nécessité qui est plus de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire qu'il faut que le pont ou l'amorce du pont répond aux demandes immédiates
des hommes et des femmes concrets qui souffrent aujourd'hui de l'exploitation et de l'oppression capitaliste. Et là, on tombe directement sur une question. Par exemple, la question des salaires. Faut-il augmenter le SMIC ou pas? Est-il écologique ou écosocialiste d'augmenter le SMIC? Et nous répondons sans aucune hésitation, oui, il faut augmenter les salaires. Avec un raisonnement, si vous voulez, écologique ou écosocialiste qui est très simple. Les salaires, c'est quoi? C'est du revenu. Au plus les revenus augmentent, au plus la plus-value des capitalistes diminue. Or, le pourcent le plus riche de la population mondiale émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Et les 10% les plus riches émettent plus de 50% du CO2 mondial. Et le pourcent le plus riche fait plus de 50% des voyages en avion. Donc si on enlève de la plus-value des mains des capitalistes, qu'on la transforme en revenus pour les salariés, on lutte contre le changement climatique et la destruction écologique de la planète. Évidemment, ça ne suffit pas, parce que si le revenu approprié par les salariés est transformé simplement en voyage en avion et en écran en home cinéma, il n'y a pas vraiment d'avance, comme on dit en Wallonie, d'où je viens. Donc, il n'y a pas d'avance, c'est une belle expression. Donc, mais là aussi, on a une réponse qui est l'augmentation du secteur public, l'augmentation de la part des besoins qui sont satisfaits de manière collective, de manière socialisée. Et là, on peut faire une longue liste où on embraye directement sur les luttes concrètes qui sont menées dans les différents pays contre les politiques néolibérales, pour le renforcement du secteur public des soins, pour le renforcement du secteur public de l'éducation nationale, pour le renforcement du secteur public de l'aide de l'assistance aux personnes âgées et à la petite enfance, etc., etc., pour le renforcement d'un service public de transport gratuit et de qualité qui dessert même les agglomérations les plus lointaines, avec une dimension importante de contrôle, y compris de droit de contestation des usagers sur ces services publics. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on conçoit. Donc le programme écosocialiste, il n'invente pas l'eau chaude, si on veut. Donc on pourrait dire, à part certains chapitres, mais j'y reviendrai, il recycle à la sauce verte des revendications qui sont des revendications, y compris traditionnelles, du mouvement ouvrier. Par exemple, la réduction radicale du temps de travail, qui est la revendication fondatrice du mouvement ouvrier, fondatrice de la manifestation du 1er mai en particulier, et de tous les rêves d'émancipation du monde du travail, c'est une revendication décroissante. Il faut produire moins, donc travaillons moins. Et puisqu'il faut produire radicalement moins et consommer radicalement moins d'énergie finale, ça veut dire qu'il faut réduire radicalement le temps de travail, et il faut le faire sans perte de revenus. Donc on revient sur le premier point, qui est la question des revenus et des salaires. Mais ceci dit, il y a tout de même des aspects nouveaux. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les tentatives précédentes de formuler ce que nous appelons dans notre jargon ces programmes de transition, ces programmes qui jettent un pont, ces programmes dont des revendications particulières peuvent être compatibles avec le fonctionnement normal du capital, mais dont l'ensemble n'est pas compatible, la plupart de ces programmes ne traitaient pas ou très marginalement de la question paysanne, par exemple, ou de la question des femmes. Et pour nous, ce sont aujourd'hui des questions, ou des peuples indigènes, a fortiori. Or, pour nous, aujourd'hui, d'un point de vue écosocialiste, écoféministe, internationaliste, etc., ce sont des questions absolument cardinales. En particulier, la question de l'agriculture est d'une importance sans comparaison, infiniment plus grande que ne le laisserait supposer la part de la population active qui travaille dans l'agriculture. Donc voilà, on pense que dans ce programme doit figurer la lutte contre l'agrobusiness, la sortie de l'agrobusiness et le développement d'une agriculture paysanne de proximité, organique, etc., ce qui, dans le cas européen, traduit très concrètement par une contestation de la PAC et de ses subsides proportionnels aux superficies. Voilà, une autre PAC orientée vers le soutien à l'agroécologie. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on conçoit le truc. Donc ce n'est pas un programme écologique, si vous voulez, au sens strict, au sens étroit où l'entendent les partis verts.
C'est un programme de transformation sociale et écologique radicale qui a beaucoup de points communs avec l'historique, le patrimoine culturel de programme du mouvement ouvrier, comme on l'appelle, et qui introduit avec force, qui éclaire tous ces éléments de programme traditionnels par une dimension écologique centrale et qui ajoute un certain nombre de nouveaux volets, de nouveaux chapitres qui étaient généralement sous-estimés, voire même ignorés, parce que considérés comme ne faisant pas partie de la lutte ouvrière. Hein. Si je te suis, de ce que je comprends entre les lignes sur ce programme de transition, il nécessite quand même une prise de pouvoir, en fait, au niveau étatique, puisque tu me parles de services publics, du fait de fermer certaines industries fossiles. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une prise de pouvoir de l'appareil d'État pour orchestrer ces transformations, ces changements, ou est-ce que ça se passe autrement ? Comment est-ce que vous l'envisagez ? En fait, quelle est la relation à l'État, à l'étatisme dans le programme éco-socialiste ? Là, il y a une difficulté, évidemment, il y a un danger majeur, parce que l'expérience du XXe siècle, c'est l'expérience de tentative de renversement du capitalisme qui se réclame de tout le pouvoir au Conseil, le soviet, c'est ça que ça veut dire, et qui dégénère en contraire de tout le pouvoir au Conseil, tout le pouvoir aux classes populaires, une bureaucratie totalitaire, absolutiste et qui est productiviste en plus. Donc le problème est vraiment très important, mais la difficulté est insurmontable. Parce que l'alternative qui serait de dire on ne se saisit pas du pouvoir politique, elle est inconsistante. Comment voulez-vous aujourd'hui inverser, arrêter les politiques de destruction écologique sans prendre des mesures politiques ? Donc il faut se saisir du gouvernement. Mais se saisir du gouvernement ne veut pas nécessairement dire se couler dans les modes de fonctionnement du pouvoir politique existant et veut encore moins dire se couler dans les structures de l'État existant. On peut imaginer, et je crois que c'est la seule stratégie réaliste, une conquête du pouvoir politique qui change les règles du jeu du politique, qui se saisit du pouvoir politique pour changer les règles du jeu du politique et pour commencer à démanteler l'État, à remplacer l'État par autre chose, en ouvrant largement le champ des initiatives des classes populaires, du droit de contrôle des classes populaires, de la participation, de la consultation, etc., et y compris du droit de veto des classes populaires sur les décisions. Et tu parlais des expériences du XXe siècle, mais il n'y a pas que l'expérience de l'URSS, loin de là. Il y a des expériences comme par exemple l'expérience cubaine, qui se veut beaucoup plus démocratique, qui, grâce à la guérilla qui est menée par Castro, Che Guevara et ces hommes, ont tissé des liens très très forts avec la communauté paysanne rurale avant de finalement réussir à prendre le pouvoir par la révolution. Mais finalement, face aux contraintes de l'incapacité, moi je l'appellerais comme ça en fait, de subsistance au niveau local de la population, parce qu'en fait il y a très peu de choses. En fait, ils ne sont pas capables de se nourrir, ils n'ont aucune production énergétique qui leur permet sur place de subvenir aux besoins de l'entièreté de la population, ou en tout cas à un niveau qui est perçu comme satisfaisant par ceux qui, on va dire, sont dans les classes moyennes privilégiées. Se met en place aussi un appareil coercitif et bureaucratique, d'organisation. Et je me demande comment est-ce que c'est vraiment dépassable, ça, en fait. Toute la littérature plus ou moins anarchiste, quand tu lis James C. Scott sur l'œil de l'État, ou même des David Graeber, donc l'anthropologie anarchiste, sont quand même assez sceptique sur la capacité à en fait changer l'État, tout comme tu es sceptique sur la capacité à changer le capitalisme, au sens où en fait le mal est déjà foncièrement dans cette institution telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, telle qu'elle existait avant même le capitalisme, en fait. Le mal est certainement dans l'institution telle qu'elle existe et telle qu'elle existait. Oui, l'État est une bande d'hommes armés séparés de la société, comme disait le vieil Engels.
Et donc ça, même avant le capital, l'État, c'est ça. L'État est le résultat d'une différenciation de la société en classes qui amène une couche dite d'élite à gérer en fonction de ses privilèges. Maintenant, je ne suis pas compétent pour discuter du bilan de la révolution cubaine. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait d'une véritable révolution et pas d'un coup d'État ou d'un putsch dont les ficelles étaient tirées ailleurs, à Moscou ou ailleurs. C'était une véritable révolution populaire. Mais il me semble quand même que dans cette révolution, malgré tous ses acquis et tous ses mérites, manquait une perspective de construction d'un pouvoir populaire qui soit un pouvoir populaire véritablement démocratique, avec élection de délégués, révocabilité de délégués, avec des mandats de délégués qui soient des mandats bénévoles, avec totale liberté d'opinion à l'intérieur des organes du pouvoir populaire, avec liberté d'exprimer des points de vue alternatifs dans ces organes, etc. Et très vite, l'absence de cette conception articulée d'un pouvoir populaire véritablement autogestionnaire s'est couplée avec les besoins, notamment de ressources énergétiques auxquels tu faisais allusion, pour se raccrocher aux grands frères soviétiques et importer toutes les tares du modèle bureaucratique soviétique à Cuba. Ce qui, in fine, débouche sur un processus de rétablissement du capitalisme, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et cela illustre qu'effectivement, le mal est dans ce fonctionnement, puisque à partir du moment où tu renforces l'État en tant qu'organe séparé, autoritaire, tu crées le terreau nécessaire au rétablissement du capital. C'est ce qui s'est passé en URSS, c'est ce qui s'est passé en Chine, et c'est ce qui se passe à Cuba aujourd'hui. Et par rapport à ça, je trouve que peut-être ce qui est difficile, c'est comment faire la part entre les alliés, les ennemis. Alors, encore une fois, moi non plus, je ne suis pas du tout un spécialiste de la révolution cubaine. Il s'avère que j'ai lu une biographie de Che Guevara il y a assez peu de temps et que du coup, ça m'anime parce que je trouve ça extrêmement intéressant sur la manière dont ils ont essayé de mettre en place des choses concrètes. Et une des difficultés qui est nommée, et pourquoi aussi il n'y a pas de démocratie de pouvoir qui est donnée, parce qu'il y a la peur, en fait, de perdre le fil de la transition vers le socialisme et de revenir sur des modalités capitalistes qui imprègnent en fait culturellement et socialement une partie de la population. Et du coup, comment est-ce que tu fais dans cette situation pour mettre en place en fait des pratiques réellement démocratiques avec des personnes qui n'y ont pas forcément intérêt, l'envie, ne partagent pas ces valeurs? Et du coup, est-ce que tu les exclus? Est-ce que du coup, on revient sur des mouvements qui sont plus communautaires, voire sectaires? Comment faire la part, en fait, entre ceux que tu peux amener avec toi, ceux qui feraient partie d'une société éco-socialiste, et ceux en fait, qu'on définirait vraiment comme des ennemis, en fait, hein, et c'est avec tout le danger qu'il y a sur cette question, justement, de stigmatiser certains ennemis. Et le danger qu'il y a à ne pas le faire non plus, quand on voit effectivement comment se sont finies des révolutions comme en Espagne, pour le coup, en 1936, sur le fait de ne pas écarter ceux qui n'étaient pas des alliés. Je crois que cette question ne peut pas être tranchée, elle ne peut même pas être discutée à froid. Okay. Je pense que cette question dépend d'un contexte de lutte. Tout dépend de lutte, en fait. Il n'y a pas d'alternative éco-socialiste qui vaille indépendamment de la lutte des classes populaires contre leur exploitation, leur oppression, contre le racisme, contre le patriarcat, contre la LGBT-phobie et toutes les monstruosités qui accompagnent la régression capitaliste et la destruction de la planète aujourd'hui. Donc ça me semble difficile d'avoir cette discussion en dehors d'un contexte de lutte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le contexte il est très difficile. On est sur une défensive aggravée avec une montée des forces de droite et d'extrême droite, du nationalisme, du racisme, de la misogynie, des violences sexuelles et de leur banalisation, etc. Donc l'exercice paraît peut-être un peu surréaliste, quoi, de discuter en chambre de ces possibilités. Mais
disons d'une manière tout à fait abstraite, en se basant sur l'expérience historique. On pourrait imaginer deux scénarios possibles. Un premier scénario qui aurait, comme ça, abstraitement, toute ma sympathie, serait le scénario de l'embrasement, hein, de la grève générale. Le fleuve sort de son lit et toutes les classes et couches opprimées et exploitées, grâce, dans le creuset de la lutte, opère rapidement un processus de convergence, de sorte que toutes les revendications de tous et toutes sont jugées légitimes et importantes, ou deviennent légitimes et importantes aux yeux de tous et toutes. Ça, c'est le creuset, ça, c'est le scénario de la crise révolutionnaire. Bon. Et ça s'est passé dans l'histoire, et rien n'exclut que ça se repasse dans un futur qui n'est peut-être pas prévisible aujourd'hui, mais on ne peut pas l'exclure. Puis il y a un deuxième scénario qui ressort de l'expérience historique, et c'est un scénario intermédiaire où une situation de lutte et de danger favorise une proposition de prise du gouvernement autour d'un programme qui n'est pas très radical, mais qui est un programme, disons, de défense quand même des plus exploités, des plus opprimés, et que la victoire, une victoire politique électorale, entraîne un mouvement plus large. Et ça, c'est le scénario juin 1936 en France. Et bon, je préfère évidemment, c'est un peu mon côté romantique révolutionnaire, le premier scénario, mais franchement, le second me semble... Ou le côté Salvatore Allende au Chili. Ça, c'est plutôt le second. Oui, c'est ça. C'est oui, ça. Oui, et ça me semble plus envisageable aujourd'hui dans les rapports de force actuels. Et la séquence que vous venez de vivre en France, quelque part, s'inscrit dans cette dimension-là. Hein. Le nouveau Front populaire, l'extraordinaire mobilisation qui s'est produite en quelques semaines, avec des gens sortis de nulle part qui ont commencé à distribuer des tracts partout pour battre Le Pen et la droite. Voilà, c'est... Et puis Macron, ça c'est la constitution de la Ve République qui décide, c'est un peu, il y a un roi qui avait fait ça avant, c'est pas Charles X qui avait désigné un gouvernement complètement minoritaire, si je ne me trompe. Peut-être, je sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est le monarque... Après, Emmanuel Macron disait que les Français n'avaient jamais voulu tuer leur roi, d'après lui. Ah ben oui, voilà, donc c'est logique, comme il se considère comme un monarque, voilà, la boucle est bouclée. Et qu'il en a toute la légalité. Hein. Ouais. C'est aussi ça. Donc voilà, moi je pense qu'il est aujourd'hui plus raisonnable, disons, d'essayer, il faut en même temps rester à l'affût, attentif, ouvert à toutes les possibilités, tout ce qui bouge, qui peut aller dans le bon sens. Et le hasard est constitutif de l'histoire humaine. Hein. Qui aurait prévu le mouvement des Gilets jaunes? Et quand le mouvement des Gilets jaunes a explosé, a éclaté, qui aurait prévu qu'il évoluerait comme il a évolué, pour déboucher sur un slogan aussi éco-socialiste que fin du monde, fin du mois, même combat. C'est pas ce qu'on supputait au départ, hein, une défense de la bagnole contre les taxes. C'était plutôt le terrain privilégié pour la droite et l'extrême droite et sa démagogie climato-négationniste et pseudo-sociale, quoi. Hein. Donc, et pourtant, ça a bien tourné, et ça, plutôt bien tourné. Je sais qu'il faudrait une analyse plus fine, que l'extrême droite était quand même présente, mais ça a plutôt bien tourné parce que des militantes et des militants d'autres mouvements sociaux établis, pour ainsi dire, établis, je mets des guillemets, déjà constitués, ont vu l'importance et le danger et se sont investis pour peser, pour orienter et pour faire en sorte que le sens de classe, les intérêts de classe passent avant les fantasmes d'extrême droite. Et ils ont gagné cette bataille, c'est remarquable. J'ai fait un épisode là-dessus avec la chercheuse Sixtine Van Hautrive. Oui, je la connais. Voilà, sur le communalisme à travers la commune des communes de Commercy et les expériences de démocratie directe. Donc voilà, si ça intéresse les gens de creuser, vous pouvez aller voir cet épisode qui est génial et pour le coup donne beaucoup de baume au cœur hein, sur les possibilités d'émancipation et de faire des choses. Tout à fait. Mais justement, je trouve, je connais bien Sixtine, j'ai déjà discuté avec elle.
pour ma part, elle illustre la quadrature du cercle. On peut difficilement imaginer, ce serait le scénario numéro un, il a mes faveurs, mais que la France et l'Europe se couvrent de commercy partout et rendent superflu de se saisir du pouvoir politique pour entamer un programme de transition vers une autre société. Ça semble difficile à penser. On ne peut pas l'exclure, mais bon. C'est un peu cette expérience de pensée que je voulais te proposer un petit peu maintenant, puisque c'est vrai que, à titre très personnel, j'ai assez peu j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'idée de se saisir du pouvoir d'État pour transformer. Et c'est vrai que après se saisir du pouvoir politique, oui, y compris pour démanteler l'État. Désarmer la police, par exemple. Oui, tout à fait. Des mesures comme ça. C'est ce qui serait extraordinaire. Hein, mais j'ai du mal à le percevoir comme étant une... En fait, ça paraît tellement grand, tellement loin en fait comme difficulté, surtout après les expériences, comme tu disais, vécues ces derniers temps où à travers le vote et même le fait de gagner des élections, il y a des déconvenues assez fortes. Mais attends, parce que imaginez que l'Europe, pour ne prendre que cette partie du monde, se couvre de comités d'émancipation populaire qui n'ont pas besoin de se saisir du pouvoir politique, qui n'ont donc pas besoin d'imposer des mesures de régulation au capital, ça semble encore plus énorme. Oui, alors je suis encore plus irréaliste. Alors complètement d'accord, mais alors en fait je voudrais te partager une analyse et avoir ton sentiment là-dessus. Sur la question en fait de la capacité à se mouvoir, à s'émanciper en fait du capitalisme, un des nœuds qui selon moi est fondateur, et c'est pas que selon moi pour le coup, hein, c'est celui de la subsistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le travail salarié ou le travail rémunéré ou le travail marchand, un individu est en capacité de répondre à ses besoins les plus fondamentaux, à sa subsistance, à travers le revenu qu'il perçoit de cette activité. Mais est-ce que l'ambition et le nœud n'est pas justement d'essayer de décorréler ce lien entre subsistance, réponse aux besoins les plus fondamentaux et production marchande pour justement permettre de s'émanciper du système et à des échelles qui sont plus ou moins locales, et voire après plus nationales ou même internationales, etc. Mais de travailler en fait à l'émancipation des individus, des organisations, de justement ce besoin de gagner de l'argent. Et est-ce qu'à travers ce programme de transition du coup éco-socialiste et le fait de rester avec des outils qu'on pourrait qualifier en fait de capitalistes, hein, à savoir la monnaie qu'on ne contrôle pas réellement, est-ce qu'en fait on n'est pas en train d'utiliser les outils ou les moyens de l'adversaire pour arriver à nos fins? Sur la monnaie, il ne s'agit pas de se saisir de la monnaie telle qu'elle, il s'agit aussi de faire reculer le rôle de la monnaie dans la perspective de son abolition. Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, je ne suis pas chevronné sur ces questions-là, mais en tout cas d'étendre radicalement la sphère du gratuit. Je pense que ça ferait plus pour faire reculer la monnaie que des expériences locales qui sont appréciables. Hein. J'en connais qui cherchent à affranchir des gens sur un territoire limité, dans un secteur limité, des rapports marchands. Donc, toutes ces tentatives-là ont toute mon estime et tout mon intérêt. Je trouve ça extrêmement sympathique, sans mépris, je dis, vraiment sympathique. On adhère spontanément à ces idées-là, mais je pense que des perspectives et des initiatives de ce genre ne prennent tout leur sens qu'articulées sur une perspective globale impliquant, dans un premier temps, de se saisir du pouvoir politique pour imposer d'autres fonctionnements et d'autres règles et différentes mesures d'un programme de transition. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et effectivement, il faut essayer de desserrer le garrot du salaire qui
qui véritablement étouffe les gens, les enchaîne au fonctionnement du capitalisme plus sûrement que le fonctionnement de l'esclave n'était, que l'esclave n'était enchaîné à son maître dans l'Antiquité. Je parle de l'esclavage antique, pas de l'esclavage moderne capitaliste. Donc il faut essayer de desserrer ce lien, mais il y a aussi d'autres moyens pour desserrer ce lien. J'ai appris récemment, à travers une conversation avec la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, que la CGT met en avant face au secteur industriel menacé par la délocalisation, la mondialisation et la transition, ou la soi-disant transition énergétique. La CGT met en avant l'exigence de sécurité sociale, professionnelle, environnementale. Donc l'idée, c'est en fait aussi analogue à l'idée qui était avancée par la gauche américaine avant qu'elle ne tourne plutôt mal ces dernières années dans le cadre du Green New Deal. Donc c'est l'idée de la garantie de l'emploi vert. Donc ok, des industries inutiles et nuisibles doivent être supprimées parce qu'il faut, dans le cadre de la réponse à la crise écologique, mais ce n'est pas aux travailleurs et travailleuses d'en faire les frais. Donc il faut leur garantir une perspective d'emploi qui ait un sens social et ou écologique, donc hors de la destruction capitaliste. Dans l'intervalle, il faut leur maintenir le revenu et il faut maintenir les collectifs de travail, parce qu'il ne s'agit pas, au nom de la reconversion ou de la formation, d'éparpiller les gens dans une quantité de les saupoudrer sur des projets plus ou moins bidons, de sorte qu'ils s'isolent. Donc il faut maintenir la force des collectifs de travail. Je trouve ça une manière aussi de faire reculer, de desserrer le garrot autour du monde du travail. Même chose, les revendications qui concernent l'extension du secteur public sous contrôle populaire et la gratuité du secteur public, sont des revendications qui desserrent aussi le garrot. Donc, il n'y a pas que les petites expériences locales où on s'affranchit de la monnaie et où on remplace la monnaie par quoi? Par des monnaies locales qui restent adossées sur la monnaie. Bien sûr, et pas forcément que s'affranchir de la monnaie. Ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que tu réduis ton niveau de dépendance en fait au système économique, et notamment à travers en fait le regagner en autonomie en reprenant des terres, en étant capable de cultiver collectivement et du coup de répondre à des besoins directement, et qui permettent aussi derrière de pouvoir lutter peut-être politiquement plus sereinement qu'en étant étouffé par la pression de devoir gagner. Je comprends et je soutiens tout à fait. Je trouve l'expérience de la ZAT en particulier, celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est tout à fait remarquable. Mais en même temps, je pense que les animateurs, ceux qui pensent, qui ont participé à cette expérience, qui ont porté cette expérience et qui pensent à partir de cette expérience, comprennent aussi que les expériences de ce genre peuvent évidemment être reproduites ailleurs, mais qu'elles nécessite absolument une articulation sur une perspective d'ensemble qui permet de mobiliser d'autres couches des classes populaires, sinon ça va être l'étranglement. Et par ailleurs, je suis tout de même un peu réticent. Je me permets de mettre en garde contre une certaine tendance à l'idéalisation de situations qui sont des situations de précarité aussi. Je pense au livre de Anna Tsing, qui a eu beaucoup de succès sur le champignon du bout du monde. La fin du monde, oui. Oui, le champignon de la fin du monde, où dans des interviews, Anna Tsing dit que ça montre qu'on est déjà en train de sortir du capitalisme, parce que il y a beaucoup d'argent qui s'échange là où les cueilleurs de champignons vendent leurs champignons, mais ce n'est pas du capital. Ben oui, mais je m'excuse, mais dans le centre commercial à côté de chez moi, le samedi, il y a beaucoup d'argent qui s'échange. Ce n'est pas du capital non plus, c'est du revenu des travailleurs, des salariés ou des allocataires sociaux qui achètent des trucs pour leur subsistance. Ce n'est pas pour ça que le centre commercial dans ma ville est en train de sortir du capitalisme. Donc, voilà, je trouve qu'il faut tout de même un peu de raison garder. Si des gens survivent en cueillant des champignons en Oregon et vendent ces champignons à des gens qui les exportent au Japon, tant mieux, ils ont trouvé une source de revenus. S'ils sont contents de vivre dans les forêts pour chercher des champignons, tant mieux qu'ils y aient un peu de plaisir, c'est positif. Mais tout ça doit tout de même être placé dans le contexte d'un système social aux États-Unis où il n'y a pas de sécurité sociale digne de ce nom. Et si tu ne fais pas des petits boulots comme ça, tu crèves. Donc, idéalisons pas ces situations, quoi. Et du coup,
Quelles seraient des actions un peu appréhendables à une échelle individuelle ou collective, mais d'organisation, pour commencer à transformer, justement, tu parlais des syndicats, de la CGT. Toi, tu as beaucoup milité avec les syndicalistes au cours de ta vie. En quoi est-ce que en fait, travailler avec les syndicats aujourd'hui est possible dans une perspective éco-socialiste, et quelle forme ça pourrait prendre? Une des choses que j'ai apprises de, disons, mon travail en direction et en appui à des syndicalistes ou à des militants ouvriers, j'en ai retiré la conviction que euh, l'embrigadement du monde du travail ouvrier, ou enfin salarié en général, dans le productivisme capitaliste, il est possible de le vaincre, il est possible de le casser. Il est possible de le casser parce qu'il est, pour ainsi dire, contre nature. Il est profondément antagonique avec la fonction, je dirais, anthropologique du travail dans notre espèce, qui est la médiation entre l'humanité et la nature pour satisfaire des besoins humains qui doivent être des besoins humains réels et pas des besoins humains inventés au nom du profit. Et donc, quand des conditions sont créées, qui sont des conditions propices qui permettent on voit alors apparaître l'autre potentiel, qui est un potentiel de contestation radicale. Et je l'ai vécu, j'y faisais allusion tout à l'heure, dans un secteur particulier du mouvement ouvrier, d'un secteur verrier, menacé, sacrifié par la multinationale BSN Gervais Danone à l'époque, multinationale française qui avait repris le secteur verrier en Belgique. Et j'ai vu des choses absolument extraordinaires de la part d'ouvriers très frustres, avec des niveaux de formation, d'enseignement très bas, et simplement leur conscience de classe et leur bon sens de classe, pour ainsi dire, les dirigeaient vers des solutions de type éco-socialiste, pour autant que les conditions de lutte soient réunies et les conditions de démocratie, d'auto-organisation. C'est une expérience qui a été majeure pour moi. J'en conclus que c'est ce qui combat un peu mon pessimisme. C'est si le fleuve ouvrier sort de son lit, comme on dit, si on a quelque chose comme les Gilets jaunes à plus grande échelle et qui vise non seulement une politique d'État, une taxe, mais qui vise aussi plus les mécanismes normaux et multiples de l'exploitation capitaliste, on pourrait être très surpris de voir très rapidement émerger des revendications qui sont des revendications de type écosocialiste de la part de la classe ouvrière, de la part des exploités et des opprimés d'aujourd'hui. Je crois qu'on les verrait surgir plus rapidement qu'on ne pourrait le penser a priori. Et c'est un peu un sentiment qui est conforté parce que d'expériences autres que cette expérience ancienne maintenant des verriers de ma région. De temps en temps, je suis sollicité pour donner des formations syndicales, des animations dans des secteurs syndicaux, etc. Je ne vais pas dire que c'est toujours facile, en particulier avec des travailleuses et des travailleurs de l'industrie lourde, où le problème, effectivement, délocalisation, transition, sortir des fossiles, ça fait peur, mais on est parfois surpris. Assez récemment, j'étais invité pour donner une formation à des primo-délégués, pour ainsi dire, des gens qui venaient d'être élus, puisqu'on a des élections sociales en Belgique, qui venaient d'être élus délégués syndicaux du syndicat chrétien, qui n'est pas spécialement à l'avant-garde d'une conception de classe de la lutte sociale. Et il y avait environ 200 délégués et déléguées de différents secteurs professionnels dans une région près de chez moi, une région très similaire à la mienne, de vieille industrie démantelée, etc., et de chômage massif. Et j'étais vraiment surpris de la facilité avec laquelle le débat
a débouché sur des prises de position très radicales. Enfin, j'y ai mis toute la gomme comme je la mets ici, y compris la prise du pouvoir politique et l'auto-organisation. C'est ça. Et il y avait plein d'interventions. Et alors, ça n'a pas débouché sur une action pour le moment. Mais je veux dire, l'ampleur et la gravité de la crise écologique est présente quelque part dans les têtes de monsieur et madame tout le monde, dans le monde du travail aussi, et pas seulement dans les têtes de chercheurs dans les académies et dans les universités. Non. Ne fût-ce que par la contradiction du jeu médiatique qui à la fois nous tient un discours comme quoi tout va bien, la transition est en route, on a les technologies, vous devez modifier votre mode de vie, vos comportements de consommation, mais qui en même temps, tous les jours, donne les images de catastrophes, et notamment celles en France aujourd'hui, avec les inondations sans précédent dans l'histoire de la météo. Donc, tous ces trucs percolent, je crois, beaucoup plus qu'on ne le pense dans la conscience de très larges masses de la population. Et donc, toute la question, c'est en fait la course de vitesse entre ceux qui défont les possibilités de coalescence de cette prise de conscience, l'extrême droite qui dévie vers des boucs émissaires, c'est les immigrés, c'est machin, c'est la mondialisation, tout ça, et d'autre part les possibilités de défense tout ensemble, de lutte tous ensemble, de construire des dispositifs démocratiques et radicaux de lutte. C'est une course de vitesse, on la voit aux États-Unis. Et tu penses que les syndicats sont un bon champ à investiguer? J'ai toujours été un peu, pas réticent, mais sceptique par rapport au faible taux de syndicalisation en France, en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est un bon indicateur à regarder ou pas? Est-ce que finalement, ce sont ces instances-là qui aujourd'hui nécessitent d'être remobilisées? Et si ce n'est pas celle-ci, lesquelles par rapport à l'atomisation en fait aussi des travailleurs aujourd'hui? C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que justement, quels seraient les bons regroupements avec lesquels travailler pour commencer à transformer les organisations ou les réorienter? Mais mon approche est sans doute très certainement biaisée ou un peu biaisée par le fait que dans mon pays, les syndicats sont des organisations de masse. Ouais. 80% des salariés sont syndiqués. Il y a 3,5 millions de syndiqués. Ah oui, c'est énorme. Ah oui. Oui, sur 11 millions d'habitants. C'est énorme. Ouais. Mais c'est un colosse en même temps au pied d'argile. L'autre face, il y a d'une part l'aspect puissance énorme, paralyser l'économie s'ils veulent. D'autre part, c'est la puissance d'une bureaucratie qui cogère, qui se sent responsable de la gestion du système économique et qui, à l'instar de la Confédération européenne des syndicats, a pour orientation d'accompagner et de favoriser la transition vers le capitalisme vert. Donc c'est très ambigu, oui. Tu vois. Mais donc mon propos est sans doute un peu biaisé par ça, mais en fait, mon sujet de préoccupation, ce n'est pas les syndicats en tant que structure, c'est les classes populaires, c'est les salariés, ouvriers ou employés ou fonctionnaires. C'est ça mon sujet de préoccupation. Et la lutte des Gilets jaunes dont on parlait, elle n'est pas sortie des structures syndicales. Elle est sortie, pour ainsi dire, de presque nulle part. C'est-à-dire de secteurs qui ne sont pas réputés pour des secteurs sociaux qui ne sont pas réputés pour leur combativité et leur organisation, mais qui simplement ont été pris à la gorge par cette mesure scandaleuse de Macron de taxer le carburant et qui les touchait tout particulièrement parce que c'est des gens qui dépendent de la bagnole dans des zones périurbaines pour aller au boulot, pour déposer les enfants à la crèche, pour aller chez le médecin à 150 km de là, et tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut être attentif sur les opportunités qui arrivent, qui se présentent, et pas rester dans son fauteuil en prenant un air sceptique et en se disant tout ça va être récupéré par l'extrême droite. Mais donc, je ne crois pas qu'on puisse identifier à l'avance les lieux où ça va se passer. Okay. Peut-être on peut le faire, je ne sais pas, je ne connais pas assez la société française pour dire tiens, il y a ça et ça qui est intéressant. Dommage. Dommage. Bon. Donc j'ai vu par exemple, ça, je ne sais pas trop ce que c'est devenu, mais pendant la crise du Covid, ici à Toulouse, il y a eu ce comité pour une autre aéronautique demain. Super Aérodécarbo c'est qui est un groupe...
Non, une espèce de front avec des comités de riverains, de certains secteurs du syndicat, notamment la CGT aéronautique, je pense, Attaque, une autre aéronautique demain, je crois, c'était ça. D'accord. C'est favorisé par la crise du Covid, où y compris des travailleurs, des travailleuses syndiqués, je crois, à la CGT, on dit il faut produire autre chose. On doit produire des respirateurs. On a les capacités de produire des respirateurs. Voilà. Donc on voit là comment l'imprévu, ici le virus et la pandémie, pouf, tout d'un coup, quelque part, illustre ce que je disais, c'est que la question écologique est dans les têtes des gens et elle creuse quand même. Et si les conditions se présentent, ce qui est aujourd'hui refoulé peut venir au premier plan. Tu disais aussi dans le livre qu'il y a certains secteurs qui aujourd'hui te semblent particulièrement intéressants, dans lesquels investir parce que extrêmement touchés, avec beaucoup de violence par le recul des aides publiques, notamment tous les secteurs du soin, de la santé, de l'éducation, et que là, il y a un terreau très fertile au niveau des travailleurs qui vivent de plein fouet, vraiment la difficulté et l'impact du néolibéralisme à justement mettre en place des mouvements de révolte. Et c'est vrai que quand j'y pense, par exemple, tu te dis une grève de toutes les assistantes maternelles ou des crèches, là effectivement, ça aurait de la gueule. Ça fait du bazar. Ah ouais, là, ça fait du bazar, ouais. C'est parce que du coup, les producteurs capitalistes, ils vont devoir garder leurs enfants. Je vais y revenir. Je ne veux pas escamoter cet aspect parce que pour moi, c'est une question importante et c'est un apport du petit bouquin que j'ai sorti maintenant. C'est cette question de l'importance du soin et du lien. Mais je veux revenir d'abord pour tout de même rééquilibrer un peu ce qui a été dit sur l'importance des syndicats. Oui. En ce sens que il y a aujourd'hui des gens plutôt d'une sphère marxiste orthodoxe qui disent puisque la crise écologique c'est dû au capitalisme, deuxièmement, puisque la classe ouvrière est la seule classe qui peut renverser le capitalisme, troisièmement, en fait, il n'y a rien à faire, il faut attendre que la classe ouvrière se réveille. C'est ce gars cet américain, là, géographe, comment il s'appelle, Matthew Huber, je pense. Donc il a sorti un livre, Climate Change as a Class War, qui explique un peu ça, tu vois. Et donc, donc ce n'est pas du tout ma conception. Je pense qu'il faut faire bouger les lignes, et il faut faire bouger les lignes dans les syndicats et dans les classes populaires, va impliquer des tensions, des frictions venant de l'extérieur. Donc je suis pour un schéma, si on veut, stratégique, qui assume la nécessité de mettre du poil à gratter dans le productivisme spontané de la classe ouvrière et de ses organisations. Donc, très concrètement, je pense qu'un des mérites des soulèvements de la Terre, l'histoire des méga-bassines, c'est magnifique. Donc, c'est parce que ça s'appuie sur une question que l'opinion publique, pour employer cette expression, peut considérer comme de bon sens. L'eau ne doit pas être privatisée. L'eau, ça appartient à tous. Il n'y a pas de raison que les tenants de l'agrobusiness s'approprient la ressource en eau. Et ce bon sens justifie une action, je dirais, d'avant-garde, comme on disait dans les années 60-70 du siècle passé, mais une action d'avant-garde qui entraîne des secteurs du mouvement ouvrier. Il y a des secteurs syndicaux qui ont participé à la lutte contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Donc voilà, donc je suis pour... Il y avait des élus aussi. Il y avait des élus, donc voilà, je suis pour une approche comme ça. Il ne s'agit pas d'avoir une espèce de fatalisme ou d'attentisme. On attend la classe ouvrière comme on attend Godot, comme le démiurge qui va résoudre... Non, il y a des contradictions et il va falloir assumer, y compris un certain nombre de luttes, de combats, y compris contre des secteurs syndicaux. Enfin, quand Force ouvrière chez Tefal s'insurge contre une disposition réglementaire qui voudrait interdire l'utilisation de PFAS dans les poêles et les casseroles produites par l'entreprise, et quand ils vont protester devant l'Assemblée nationale, ça c'est clairement...
on ne peut pas envisager autre chose que la confrontation avec un secteur pareil. Heureusement, la CGT, elle, s'est opposée à FO sur cette question-là. Mais donc, voilà, ça veut dire que c'est pas un long fleuve tranquille, quoi, la stratégie écosocialiste. Juste, et il est d'autant moins tranquille que passer à un capitalisme steady state, comme on dit, un capitalisme stationnaire ne suffirait pas à faire face aux défis. Il faut la décroissance comme transition, comme le dit Timothée Parikh. Donc c'est vraiment très très compliqué et on ne peut pas imaginer que ça ne passe pas par des moments de crise, des moments de tension, des moments peut-être même d'affrontement, on verra. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une stratégie qui envisage ces affrontements ou ces tensions en créant un rapport de force qui rend possible d'espérer gagner. Et c'est là que, à mon avis, la question du secteur du soin et du lien, comme vous dites, paraît-il, en France, me semble d'une importance absolument stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un secteur dans lequel l'idéologie du travail est une idéologie du soin. Justement, il faut rendre service en fonction des besoins des publics, tandis que dans le privé, c'est pas ça. L'idéologie, c'est l'idéologie de la compétitivité et du chiffre d'affaires. Donc, premier point. Deuxièmement, c'est des secteurs très féminisés et les femmes, partout, sont au premier rang de toutes les luttes d'avant-garde sur les questions écolo, que ce soit dans les peuples indigènes, chez les petits agriculteurs de Via Campesina, dans la jeunesse, Greta Thunberg. Donc il y a quelque chose avec la question femme liée à la question écologique, donc l'importance de l'écoféminisme dans ce contexte stratégique. Puis c'est des secteurs qui ne peuvent pas être délocalisés. On ne peut pas délocaliser l'hôpital, en tout cas pas au Bangladesh. On peut le rendre très distant à 200 km des malades, mais davantage, c'est pas possible. Et puis c'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de main-d'œuvre d'origine étrangère, et notamment des femmes d'origine étrangère. Et tout ça favorise des intersectionnalités qui, à mon avis, sont fécondes du point de vue de l'ouverture des horizons, de nouveaux horizons d'émancipation, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment, dans le cadre d'une stratégie écosocialiste, je pense que ce secteur du soin et du lien pourrait, ce n'est qu'une hypothèse, mais jouer un rôle clé et qu'il faut donc en tenir compte. Et ne pas se focaliser uniquement sur le problème de la reconversion des travailleurs de l'industrie lourde, qui sont en général des mâles, très souvent des mâles blancs, pas toujours, mais enfin bref, et qui attirent peut-être un peu trop l'attention de ceux qui réfléchissent à une stratégie écosocialiste. Et il faut regarder plus vers ces secteurs, d'autant plus que la société que nous voulons, et là c'est l'utopie concrète, implique un recentrage radical vers les secteurs de la reproduction plutôt que vers les secteurs de la production. Donc voilà, c'est une manière aussi d'anticiper la société que nous voulons. Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Après, c'est vrai que j'ai toujours un peu les questions que je me pose, c'est sur comment est-ce qu'on fait pour politiser ou repolitiser aussi ces différents secteurs d'activité qui en fait aujourd'hui sont empreints d'une idée comme quoi il faudrait trouver un consensus à travers la discussion, et que finalement il n'y a pas vraiment, enfin que la confrontation c'est quelque chose d'extrême, de radical, et que du coup avant même de se rebeller, c'est plutôt essayer de discuter, de demander et de faire corps tout entier. Et alors je ne sais pas si c'est juste une impression personnelle que j'ai, mais voilà, je me demande en fait si cette idée du consensus général qu'on pourrait trouver en fait, et la volonté de ne pas assumer une certaine radicalité ou une certaine polarisation n'est pas aussi un frein à la confrontation, pas forcément physique, mais en tout cas à la révolte. Mais il faut trouver un consensus. Pas un consensus général avec les classes dominantes, mais il faut trouver un consensus avec les autres couches en lutte, exploitées et opprimées. Et c'est de la tentative de chercher le consensus ou les rapprochements, disons, parce qu'il ne s'agit pas de tout ramener à un commun multiple, c'est de ce processus que dépend en fait la politisation. Vous
ça va paraître complètement archéo-marxiste ce que je vais dire, mais il y a eu un débat dans le parti ouvrier social-démocrate de Russie avant la Révolution, le parti de Lénine, sur l'ouvriérisme. Et il combattait ceux qu'il appelait les ouvriéristes parce qu'ils refusaient d'aller dans les luttes des étudiants contre le régime tsariste. Et Lénine disait, mais c'est là qu'est la politisation. C'est ce ferment de lutte-là, c'est la jonction, le soutien, le dialogue avec... Il n'employait pas ces termes-là, il avait un langage beaucoup plus carré, mais c'est du dialogue, du rapprochement avec les étudiants en lutte que dépend la politisation du combat de la classe ouvrière contre le régime. Et il avait raison. Et je ne dis pas que... c'est parole d'évangile, mais fondamentalement, il a raison. C'est si on permet de rapprocher, par exemple, le secteur du soin et du lien des activistes qui organisent une ZAD, c'est là qu'on va politiser les deux parties, les deux protagonistes d'ailleurs. Et c'est du débat au sein des syndicats, le débat interprofessionnel, comme on dit dans mon pays, je ne sais pas comment on dit en France, c'est-à-dire entre les différents secteurs d'activité que dépend aussi la politisation. Donc voilà, là, il faut effectivement cette démarche-là. Sinon, si chacun reste dans son silo, on ne va pas y arriver. Là, on est parti pour le corporatisme. Oui, non, plutôt effectivement une convergence de ceux qui subissent et de ceux qui subissent. Effectivement, moi, quand je parlais de consensus et de l'imaginaire consensus, c'était avec la classe dominante, un peu comme il était demandé sur toutes les grandes chaînes d'information à la suite des élections législatives, au nouveau Front populaire de faire un grand front commun avec la droite, l'extrême droite ou les macronistes, qui refusent le consensus pour gouverner. Voilà, un peu cette idée qu'on pourrait tous se mettre d'accord alors qu'on a des visions politiques et extrêmement différentes. Ça fait un petit moment qu'on discute. Pour conclure, en fait, je voulais aborder aussi deux, trois autres aspects de par ton expérience. Est-ce que tu aurais des conseils pour les activistes qui peuvent être en ce moment un petit peu désemparés par le contexte ? Les activistes écologistes, tu veux dire ? Oui, les zadistes et autres. Pas que. Bon. J'ai pu te donner une image peut-être un peu très anard, mais c'est qui est pas forcément le cas. Mais non, tout militant des causes sociales et écologistes, ou éco-sociales pour le coup. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Tenir bon à contre-courant, garder ses convictions, garder ses valeurs. Et s'organiser. Je crois que la question de l'organisation est vraiment décisive. Et c'est là que j'ai beaucoup de convergence avec les gens plus libertaires, du courant libertaire. La clé est dans l'auto-organisation des exploités, des opprimés, à tous les niveaux. C'est la clé de la victoire, c'est la clé du progrès de la conscience et de la compréhension de la nécessité de jeter des ponts entre tous ceux qui subissent la situation actuelle et de jeter un pont entre cette situation et une société future. C'est aussi la condition pour que mûrisse et se concrétise le projet de cette société future, parce qu'il n'y a pas d'état-major en chambre qui va tracer le programme de A à Z et déterminer l'utopie concrète dont nous avons besoin. Voilà, donc s'organiser, jeter des ponts, favoriser partout la démocratie, le contrôle, l'auto-activité, la critique, l'intégration de la convergence, mais une convergence qui ne soit pas une convergence qui nivellerait par le bas, pour ainsi dire, au nom du plus grand commun dénominateur. Une convergence qui implique le respect des autres et un regard bienveillant sur tous ceux qui luttent contre l'oppression qu'ils subissent. Je crois que c'est très important, en particulier vis-à-vis des personnes racisées, mais aussi en particulier vis-à-vis des LGBT, donc de gagner le droit au respect, le droit avoir leur lutte prise en compte et respectée par d'autres secteurs plus traditionnels de la contestation du système capitaliste. Et alors c'est vrai, ça me fait penser, c'est une question que j'avais mais que j'ai oublié de te poser, et que faire en fait
des privilégiés, ceux avec qui aujourd'hui en fait bénéficient du système, mais qui peuvent voir en fait aussi très clairement les impacts extrêmement négatifs, que ce soit au niveau écologique et sociaux, mais qui restent dans des situations extrêmement privilégiées de confort et qui devraient renoncer à tout cela pour partager. Est-ce qu'on peut en faire des alliés? Si oui, comment? Ou quel lien, quelle relation tisser avec ces groupes-là? On les jugera, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, hein. On les jugera au pied du mur des luttes. Comment vont-ils se situer dans les luttes? Je crois que le projet de société, c'est même une question importante que tu poses, parce que dans privilégié, au niveau mondial, entre une partie, la partie supérieure des salariés dans nos sociétés. Je le disais, les 10% les plus riches au niveau mondial sont responsables de plus de 50% des émissions de CO2. Une partie de la classe ouvrière de nos pays fait partie de ces 10%-là. Donc ça renforce l'importance d'un projet de société qui soit désirable à leurs yeux également. Et la désirabilité pourrait venir d'où? C'est tout de même, c'est pas une question si facile que ça. Parce que quand on prend les projections, évidemment, ce ne sont que des projections, hein, ce ne sont que des schémas, des scénarios, mais d'économistes décroissants sociaux-démocrates, comme je les appelle, et qui font des simulations sur quel serait, par exemple, à quoi tout citoyen du monde, toute citoyenne du monde aurait droit dans le cadre d'un scénario permettant de stabiliser la situation écologique en général, climatique en particulier. Ça existe, hein, il y a des publications de ce genre et qui te disent, par exemple, chacun maintiendrait un smartphone, mais il n'y aurait qu'un laptop par famille. Ouais, tu cites les travaux de Julia Steinberger, notamment. Là. Entre autres, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et donc, par exemple, au niveau du logement, ça veut dire 8 mètres carrés par personne d'habitat, non compris la cuisine, la buanderie et les équipements collectifs. Mais donc ça veut dire, ça, je ne dis pas qu'il faut se calquer là-dessus comme le programme. Et voilà, les chercheurs ont trouvé le programme, hein, je ne dis pas ça. Mais ça donne tout de même une idée du fait que les contraintes sur les fameux 10% vont être des contraintes assez sérieuses et donc les rendre désirables est un véritable défi. Et je pense que le défi ne peut être relevé que sur un autre terrain, c'est-à-dire sur le temps libre et les relations sociales. Voilà, et la gratuité, je dirais, ces trois éléments-là. Le temps libre, la gratuité et les relations sociales. Et donc le mieux-être, le mieux vivre, plus de sérénité, moins de maladies dues à la pollution, enfin, des choses comme ça. C'est là-dessus qu'il faut... Mais c'est un véritable défi. Mais je suppose que ce n'est pas vraiment ça que tu entendais par les privilégiés. Alors, ce n'était pas forcément les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, même si c'est effectivement un très gros défi, comme tu le dis, de le rendre désirable par rapport au niveau de confort qu'on a atteint, niveau de confort matériel, hein, j'entends, dans nos sociétés comme en France. Mais effectivement, moi, je pensais plutôt à mes anciens camarades de grandes écoles, d'HEC, Polytechnique, ENA, etc., de personnes qui sont vraiment très privilégiés, hein, des 10% les plus privilégiés, comment est-ce qu'on les embarque ou pas dans un tel projet? Voilà, c'est vraiment... Veulent-ils s'embarquer ou pas? Est-ce qu'il faut une démarche spécifique vis-à-vis des gens qui sont en fait... font partie de la petite bourgeoisie salariée, hein. Ils sont à la frontière de la classe capitaliste, c'est de ça qu'il s'agit, ces gens-là. Moi, je ne pense pas qu'il faille une démarche particulière vis-à-vis de cette couche sociale. S'ils ont un mal-être, qu'ils choisissent leur camp. Ça revient à ça. Et ils ont de nombreuses possibilités pour le faire. Ne fût-ce que d'être lanceur d'alerte, ce serait déjà pas mal, hein. Il y en a qui le font, et donc c'est appréciable. Mais encore une fois, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, hein, ou devant la casserole, qu'on voit le cuistot, donc, qui se positionne dans les combats, dans les luttes qui viendront et qui sont déjà là.
Et pour nourrir notre intellect, notre imagination, est-ce que tu aurais des lectures particulières qui toi, t'ont marqué, ont créé certaines étincelles ou simplement ont permis de donner de grandes bouffées d'air que tu voudrais nous recommander? Ben, c'est difficile de donner des conseils de lecture, surtout que les conseils de lecture que je suis le plus tenté de donner demandent un énorme travail, hein. Lire Le Capital, c'est pas rien, mais ça donne. Voilà, ça a été une révélation pour moi, à partir de l'a priori que j'avais, qui s'est révélé faux. Et puis voilà, donc comprendre le fonctionnement du capitalisme, ça veut dire se référer à Marx, qui est véritablement un profileur de serial killer, hein, dans son exploration de comment le capital fonctionne. Tous les gens qui disent que c'est dépassé, que c'est du 19e siècle, c'est ridicule, c'est d'une actualité cruciale, manifeste. Bon. Mais sinon, quoi, lire Walter Benjamin, c'était sur le concept d'histoire. Ça, c'est un document très, très intéressant parce que lui, déjà, c'est le premier, si je ne me trompe, qui a renversé l'idée qu'il fallait se saisir du pouvoir politique pour libérer le développement des forces productives. Il a dit au contraire, il faut se saisir du pouvoir politique pour appuyer sur le frein de la locomotive qui nous entraîne dans la catastrophe. Donc ça, c'est remarquable, hein. Et il faut éteindre la mèche avant qu'elle n'atteigne la dynamite. Donc voilà, en plus, c'est écrit d'une façon qui est extrêmement poétique et qui touche beaucoup à la subjectivité. C'est remarquable. Puis sinon, ben, il ne faut pas lire que ça, je dirais, hein. Merci beaucoup, Daniel Tanuro. Merci à toi. C'était un plaisir.